Le Premier ministre Phạm Minh Chính préside une réunion pour mettre en place une équipe de réaction rapide face aux droits de douane américains. Les entrepreneurs vietnamiens en Belgique partagent leur expérience en matière d'import-export de produits vietnamiens vers le marché européen. 5 décennies se sont écoulées, mais l'événement du 30 avril 1975 reste gravé à jamais dans la mémoire des amis internationaux, avec admiration et respect. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal francophone. Voici tout de suite l'actualité du jour. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lâm a conduit ce jeudi une délégation de hauts responsables vietnamiens à Vientiane, la capitale laotienne, afin de rendre hommage à Kham Tay Siphandone, ancien président du Parti révolutionnaire populaire du Laos, ancien président de la République et ancien Premier ministre récemment décédé. Au nom du parti, de l'État et du peuple vietnamien, le secrétaire général To Lâm a adressé ses plus sincères condoléances aux dirigeants laotiens, au peuple laotien et à la famille du président Kham Tay Siphandone. Le secrétaire général To Lâm a souligné que le président Kham Tay Siphandone était non seulement un dirigeant exceptionnel, un leader pionnier dans la mise en œuvre de la politique de rénovation globale du Parti révolutionnaire populaire Lao, mais aussi un grand ami fidèle et proche du parti, de l'État et du peuple vietnamien. Dans une atmosphère solennelle et émouvante, le secrétaire général To Lâm et les dirigeants laotiens ont passé en revue la glorieuse carrière révolutionnaire du président Kham Tay Siphandone, en particulier ses activités liées à la révolution vietnamienne et aux dirigeants vietnamiens. To Lâm a rencontré Thongloun Sisolit, secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire et président du Laos, ainsi que Son Say Siphandone, Premier ministre laotien. Les deux partis ont apprécié les progrès positifs dans les relations bilatérales. Ils ont convenu de continuer à coopérer efficacement pour mettre en œuvre les accords conclus, y compris les résultats de la réunion de haut niveau des dirigeants des trois partis du Vietnam, Laos, Cambodge. En signe de respect et de solidarité et en raison des liens étroits entre le Vietnam et le Laos, les autorités vietnamiennes ont annoncé un deuil national de 2 jours, les 4 et 5 avril. Durant cette période de deuil, les drapeaux se seront mis en berne dans les institutions publiques et les représentations diplomatiques vietnamiennes à l'étranger. Aucune activité publique de divertissement ou de réjouissance ne sera organisée. Les États-Unis ont annoncé le mercredi 3 avril une nouvelle politique tarifaire incluant un taux de base de 10% sur tous les produits importés, avec des tarifs réciproques allant jusqu'à 54% pour plus de 60 pays. Le Vietnam, frappé par un taux de 46%, fait face à des répercussions potentiellement importantes pour ses industries clés. Face à cette annonce, le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé une réunion de la permanence du gouvernement. Il a insisté sur la nécessité d'une approche flexible et efficace pour protéger les intérêts économiques du pays. Il a également appelé les ministères concernés à garder leur sang-froid tout en prenant des mesures pour minimiser l'impact de cette nouvelle taxation. En réponse, une équipe de réaction rapide dirigée par le vice-premier ministre Bui Thanh Sơn a été créée, tandis que le vice-premier ministre Ho Đức Phước est chargé de recueillir les avis des entreprises et d'assurer une coordination efficace entre les ministères. Cet après-midi, le président de l'Assemblée nationale arménienne Alan Simoian a présidé la cérémonie d'accueil en l'honneur du président de l'Assemblée nationale vietnamienne Trần Thanh Mẫn et de la délégation de haut rang de l'Assemblée nationale vietnamienne en visite officielle dans le pays. Après la cérémonie d'accueil, les deux dirigeants se sont entretenus. Ils ont convenu d'accroître les échanges de délégations à tous les niveaux et de promouvoir les échanges entre les groupes parlementaires, tout en renforçant la supervision et encourageant la mise en œuvre efficace des accords de coopération bilatéraux et multilatéraux déjà signés par les deux gouvernements. Vietnamiens et Arméniens ont aussi convenu de continuer à se coordonner et à se soutenir mutuellement au sein des forums parlementaires multilatéraux, tels que l'Union interparlementaire, l'Assemblée interparlementaire des nations de l'Asie du Sud-Est et l'Union parlementaire francophone.
Après les entretiens, les deux présidents des deux assemblées nationales ont signé un accord de coopération créant un cadre juridique pour renforcer les relations entre les deux organes législatifs en particulier et entre les deux pays en général dans les temps à venir. Alors que les États-Unis imposent de nouveaux droits de douane sur les produits vietnamiens, le Vietnam s'efforce de renforcer ses relations commerciales avec d'autres partenaires. Des entrepreneurs vietnamiens en Belgique et dans plusieurs pays européens ont récemment participé à une conférence pour partager leur expérience en matière de production, d'opérations commerciales et d'import-export de produits vietnamiens clés, tels que les textiles, les produits agricoles et les meubles en bois, vers la Belgique en particulier et le marché européen en général. Fondée fin 2024, c'est la première fois que l'Association des entreprises vietnamiennes en Belgique organise un événement de réseautage pour mettre en relation les entrepreneurs vietnamiens de Belgique et d'autres pays européens. Nous souhaitons profiter de cette occasion pour renforcer les liens entre nos membres et explorer les besoins des entreprises souhaitant développer leurs échanges commerciaux entre le Vietnam et la Belgique. En 2026, le marché européen imposera une réglementation plus stricte sur les importations de meubles en bois. La numérisation et la traçabilité des sources de bois seront essentielles pour réduire les coûts, gagner du temps et garantir une plus grande transparence pour les produits d'ameublement. Axée sur les activités d'import-export, cette discussion commerciale a permis un partage d'expériences pratiques entre les entreprises vietnamiennes en Belgique et dans d'autres pays européens. Des représentants des bureaux de promotion commerciale du Vietnam en Belgique ont également apporté de précieuses informations. Le marché européen est soumis à des réglementations complexes et diversifiées, classées selon l'origine des produits, végétaux, animaux, produits de la mer ou produits mixtes. Contrairement à d'autres marchés, l'UE n'exige pas de zone de production désignée, de normes d'emballage spécifiques ni de détails sur les installations d'irradiation et de stérilisation. Elle adopte plutôt une approche post-inspection. L'Union européenne a légèrement ajusté ses politiques, passant d'une réglementation environnementale de production strictement appliquée à une approche plus flexible qui repose sur la compétitivité des entreprises. Cette période de transition donne aux entreprises le temps de s'adapter aux exigences environnementales et de durabilité. Alors que les pays européens, dont la Belgique, cherchent à étendre leur coopération commerciale avec le Vietnam, les entreprises vietnamiennes en Europe prennent des mesures pour recueillir des informations sur le marché et nouer des partenariats. Ces efforts, tant avec les entreprises nationales qu'étrangères, renforceront les relations commerciales entre le Vietnam et l'UE, en particulier avec la Belgique. À partir du 31 mars, de nombreux produits importés, tels que les voitures, le bois, l'éthanol, les aliments et le carburant, sont soumis à de nouveaux taxes d'importation préférentielles, selon le décret 73 du gouvernement. Cet ajustement proactif et opportun vise à garantir l'équité entre les partenaires commerciaux et le Vietnam et à améliorer la balance commerciale du pays. Tout de suite, les détails. En 2024, cette entreprise a importé plus de 150 tonnes de mets et 61 tonnes de tourteaux de soja pour produire des aliments pour animaux. Avec le décret 73, la taxe d'importation sur les grains de maïs a été réduite de 2% à 0%, réduisant le prix des matières premières pour la production. Ce décret pratique contribue à réduire les coûts des intrants pour l'industrie de l'élevage et de l'alimentation, renforcer la compétitivité avec les produits importés et aider l'industrie de l'élevage à se redresser et à se développer. Immédiatement après avoir reçu le décret, nous avons transmis l'information à chaque entreprise via Zalo et la page fanpage de l'entreprise. Cette réduction préférentielle des taxes à l'importation se concentre principalement sur 3 groupes de biens, les automobiles, les matières premières pour certains secteurs manufacturiers et certains articles liés à l'agriculture. Il s'agit de biens essentiels qui sont importés au Vietnam depuis de nombreuses années et la proportion de biens bénéficiant d'une taxe d'importation réduite est assez équilibrée. Bien sûr, cela crée une pression concurrentielle avec les entreprises nationales. Dans le contexte d'une économie vietnamienne en bonne croissance et d'une augmentation des revenus de la population, la demande des consommateurs n'est pas affectée. Dans le contexte actuel de fluctuations complexes du commerce international, cet ajustement politique vise à garantir des taux d'imposition raisonnables entre les partenaires commerciaux stratégiques du Vietnam.
Pour les pays qui appliquent des taux d'imposition préférentiels, cela aidera à ajuster la balance commerciale entre le Vietnam et ce pays pour qu'elle soit plus appropriée, garantissant ainsi l'harmonie des intérêts entre les pays. Récemment, les entreprises du bois vietnamiennes et américaines ont été très inquiètes. Ce décret a une signification très importante. Nous espérons que les États-Unis n'imposeront pas de droits de douane réciproques sur les produits du bois. Dans le contexte de fortes fluctuations de l'économie mondiale, cet ajustement du taux d'imposition démontre une flexibilité et une rapidité d'action pour équilibrer les échanges commerciaux. Cela contribuera à réduire les prix de nombreux biens et à promouvoir la consommation intérieure. Cependant, le Vietnam doit également prendre des mesures pour protéger la production nationale face à l'augmentation des importations. Selon l'Office du commerce du Vietnam à Singapour, le 11 mars, l'Agence alimentaire de Singapour, SFA, a publié un document officiel approuvant l'entrée de plusieurs produits d'élevage vietnamien dans le pays, marquant une étape importante dans les relations commerciales agricoles bilatérales. Les produits approuvés comprennent la volaille traitée thermiquement de CPV Food et Meat Deli, ainsi que les œufs et la volaille en conserve et stérilisée. Ces entreprises se conforment aux normes de la SFA qui couvrent la sécurité sanitaire des aliments, la traçabilité et les protocoles opérationnels. En outre, la SFA ouvre également le marché des œufs de volaille et des produits à base de viande, à l'exclusion du bœuf, en conserve pasteurisée à haute température et à haute pression. Singapour est le deuxième plus grand centre de transit de marchandises au monde. L'exportation vers le marché de Singapour est donc un tremplin pour que les produits d'élevage du Vietnam puissent accéder au marché et étendre la chaîne d'approvisionnement à d'autres pays de la région et du monde. Les États-Unis constituent un marché très important pour les produits agricoles vietnamiens. Les nouveaux tarifs américains affecteront de nombreux produits agricoles vietnamiens, tels que les fruits, les légumes et les noix de cajou. C'est le moment pour le Vietnam d'affirmer la qualité et la valeur de ses produits agricoles. En outre, les entreprises doivent diversifier leur marché d'exportation et trouver les solutions les plus efficaces. Au premier trimestre, malgré les nombreuses fluctuations du marché, les résultats des exportations agricoles, forestières et halieutiques sont restés positifs, avec un chiffre d'affaires à l'exportation atteignant plus de 15,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 13% par rapport à la même période de l'an dernier. Cette usine d'emballage de durian a reçu ses premières commandes. Au cours des 3 derniers mois, le volume des exportations de durian a diminué de 80%. Les agriculteurs et les entreprises sont bien conscients des effets néfastes des processus non systématiques. Actuellement, les localités s'efforcent de surmonter les difficultés de cette industrie. Avant, nous supervisions uniquement l'emballage, mais maintenant nous contrôlons depuis la zone de culture. L'industrie des fruits et du riz est en déclin, mais au premier trimestre, bien que des produits comme le caoutchouc, le poivre et le café aient diminué en quantité, leur valeur a augmenté de près de 50% par rapport à la même période de l'année dernière. Pour l'aquaculture, en plus des atouts traditionnels, le secteur agricole exploite également de nouveaux produits à fort potentiel de croissance, comme l'anguille et le tilapia. Nous travaillons avec les localités pour organiser de nouvelles zones agricoles et former des coopératives. Depuis le processus de culture jusqu'à la transformation, tout est contrôlé pour retracer l'origine, diversifiant ainsi le marché. Bien que les deuxième et troisième trimestres soient toujours dans une tendance à la hausse, les nouvelles tendances des principaux marchés auront un impact sur le secteur agricole. Pour s'adapter, de nombreuses politiques ont été planifiées. Nous devons harmoniser les intérêts des deux parties. Dans cet esprit, l'impact des tarifs douaniers américains sur les produits agricoles ne sera pas grandement affecté. Le secteur agricole a enregistré une croissance de près de 3,7% au premier trimestre, un chiffre qui reflète clairement les résultats de la restructuration de la production et de l'adaptation flexible aux fluctuations du marché. Il reste cependant un long chemin à parcourir pour atteindre l'objectif de croissance de 4%, afin que le chiffre d'affaires à l'exportation des produits agricoles, forestiers et de la pêche atteigne les 70 milliards de dollars fixés cette année.
Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le soir du 2 avril, sur la place du 2 avril, ville de Nha Trang, a eu lieu la cérémonie célébrant le 50e anniversaire du jour de la libération de la province de Khánh Hòa, 2 avril 1975, 2 avril 2025. Prenant la parole lors de la cérémonie, le secrétaire du parti provincial de Khánh Hòa, Nghiêm Xuân Thanh, a affirmé que la libération de la province de Khánh Hòa était une étape brillante, s'ajoutant à l'histoire héroïque de 21 ans de longues guerres de résistance contre les Américains pour la réunification nationale. Au cours des 5 dernières décennies, Khánh Hòa est devenu un centre de connexion de la région et une destination touristique majeure du pays. 5 décennies se sont écoulées, mais l'événement du 30 avril 1975 reste gravé à jamais dans la mémoire des amis internationaux, avec admiration et respect. Certains d'entre eux gardent un souvenir précieux de cette journée. D'autres sont même devenus chercheurs sur le Vietnam, après avoir été inspirés par une nation qui ne s'est jamais rendue à l'ennemi. Ils suivent encore l'évolution du Vietnam et ses nouvelles réalisations d'aujourd'hui. En octobre 1964, des guérilleros urbains de Caracas au Venezuela prévoyaient d'enlever un officier américain pour obtenir la libération du héros vietnamien Nguyen Van Choi. Bien que le plan ait échoué, il a eu un impact considérable, contribuant au mouvement international de soutien à la résistance du peuple vietnamien. 50 ans plus tard, pour ces anciens guérilleros, le souvenir du jour de la réunification du Vietnam reste indélébile. Je me souviens qu'à cette époque, je me préparais à la cérémonie de remise de mon diplôme universitaire lorsque la nouvelle de la victoire du Vietnam, le 30 avril 1975, fut transmise au Venezuela. Immédiatement, le mouvement étudiant s'est organisé pour diffuser cette information par haut-parleurs et affiches de propagande. La victoire du Vietnam nous a encouragés. Pour le journaliste argentin Gaston Fiorda, le Vietnam a toujours été un pays unique. En 2023, il est venu au Vietnam pour en apprendre davantage sur la guerre de résistance du pays contre les Américains. Il a parlé avec de nombreux témoins historiques et soldats qui ont participé à la campagne historique de Ho Chi Minh. À travers les récits des témoins, je sais que les traces de la guerre sont encore profondément gravées dans la mémoire de chacun. Nombre d'entre eux, y compris leurs descendants, doivent encore subir les graves conséquences de l'agent orange. Pourtant, le Vietnam a démontré au monde sa résilience et sa capacité d'invincibilité. Un demi-siècle s'est écoulé depuis le 30 avril 1975. D'un pays lourdement dévasté par la guerre, après près de 40 ans de restructuration, le Vietnam est devenu un symbole de la paix. Le monde entier le reconnaît comme une réussite d'une nation qui s'est fortement relevée après la guerre et qui est entrée progressivement dans une nouvelle ère. Nous avons beaucoup appris après avoir étudié les stratégies du Vietnam avec les pays qui ont autrefois envahi le Vietnam, mais qui sont maintenant devenus des partenaires commerciaux majeurs. Actuellement, les politiques du Vietnam sont mises en œuvre avec pour objectif principal le bonheur du peuple. Le Vietnam a démontré que le dialogue et la coopération sont la voie vers le développement national. Aujourd'hui, le Vietnam est devenu un pays modèle, avec un commerce ouvert et une stratégie économique privée sous la direction d'un État socialiste. Je suis convaincu que de nombreux pays devraient suivre l'exemple du Vietnam. Les valeurs historiques de la grande victoire de 1975 sont toujours gravées dans le cœur des amis internationaux. Ils sont également convaincus que le Vietnam est prêt à entrer dans une nouvelle ère.
50 ans après la fin de la guerre, le Vietnam recense encore environ 5,6 millions d'hectares de terres contaminées par des centaines de milliers de tonnes de bombes, de mines et d'explosifs. Les explosifs restant menacent directement la vie humaine, entravent le développement socio-économique et polluent l'environnement, même dans les grandes villes. Le déminage dans les zones densément peuplées nécessite un processus strict associé à une technologie moderne pour garantir la sécurité et protéger les vies humaines. Des détails dans le reportage qui suit. 3 bombes M1-1-8 pesant environ 1,3 tonnes avec des fusibles intacts ont été découvertes à Hanoï fin 2024. Le commandement du génie a été contraint de les délocaliser des zones résidentielles car la destruction sur place était dangereuse. Pour la bombe M1-1-8 trouvée dans la zone du pont de Long-Bien, nous avons utilisé la méthode de sablage pour déterrer la bombe avant de la déplacer vers un endroit sûr avec des bateaux, des véhicules spécifiques pour le traitement de l'explosif. Les bombes et les mines, après avoir été amenées dans un endroit sûr, seront traitées de deux manières. La destruction par explosif est la plus courante. Les bombes sont placées dans des trous profonds, attachées avec des amorces explosives et détonées à distance. S'il est nécessaire de garder la coque de la bombe ou les explosifs, on recourt à la méthode de déflation. Le détonateur est coupé par un dispositif automatique, puis la bombe est introduite dans la chaudière, où la température et la pression élevée liquéfient l'explosif, qui s'écoule par le tuyau. L'équipement utilisé dans la méthode de déflation et de désamorçage est très flexible et mobile, ce qui permet de manipuler de nombreux types de mines sur différents terrains. Nous avons reçu des informations fournies par la partie américaine. De plus, nous avons des expériences en matière de déminage laissées par la guerre. Nous avons donc compris les principes de structure et les méthodes de détonation pour la plupart des types de mines, selon des procédures sûres et strictes. Des procédures strictes et une technologie de pointe aident les forces de génie à manipuler les bombes, les mines et les explosifs rapidement et avec précision, minimisant ainsi les risques dans les zones résidentielles. Située au milieu des montagnes majestueuses de Hoang Su Phi, province de Ha Giang au nord, la commune de Pho Lý Ngai est connue non seulement pour ses majestueux champs en terrasse, mais aussi pour son artisanat traditionnel de sculpture sur argent. La sculpture sur argent est devenue un symbole de l'identité culturelle du groupe ethnique Nung. Transmis de génération en génération, cet artisanat d'orfèvrerie a été préservé et valorisé par les Nung. Nous en saurons plus dans ce chapitre Le Vietnam en un clin d'œil. Les bijoux en argent jouent un rôle important dans la vie culturelle des Nung. Des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets et des pendentifs, ces articles sont tous fabriqués avec soin, portant une profonde signification spirituelle. Le peuple Nung croit que l'argent a la capacité de chasser les mauvais esprits, de conjurer le vent, de protéger la santé et d'apporter de la paix. Les bijoux d'argent sont l'âme et la coutume des Nung. Le costume traditionnel associé à des bijoux en argent n'est pas seulement un symbole de beauté, mais aussi une forte affirmation de l'identité et de la fierté du peuple Nung. Dans le district de Hoang Su Phi, province de Ha Giang, des milliers d'habitants de l'ethnie Nung savent confectionner des bijoux en argent avec des motifs sophistiqués. La fabrication comprend de nombreuses étapes. Les hommes de l'ethnie Nung apprennent le savoir-faire transmis par leurs ancêtres. J'ai vu mon père faire ce métier depuis mon enfance. C'est lui qui m'a appris chaque étape de la fabrication de bijoux en argent. Cette tasse est faite d'argile verte. On y verse de l'argent fondu.
Mon père m'a appris qu'il fallait utiliser de l'argile verte pour créer cette tasse, sinon, l'argent fondu ne pourra pas se solidifier. Voici un collier pour femme. Lorsqu'une fille se marie ou déménage dans une nouvelle maison, elle le coud sur le col de son costume comme décoration. L'orfèvrerie en argent demande de la créativité et de la patience. Après 3 ou 4 ans d'études, je n'ai pu créer que des objets très simples. Ce travail demande beaucoup de travail. Les bijoux fins et délicats imprégnés de la culture de l'ethnie Nung sont très appréciés dans les zones montagneuses de Hà Giang. On peut se rendre dans les marchés de montagne pour acheter toutes sortes de bijoux, des bracelets en argent, des fleurs décoratives, des pendentifs, des boutons, des bracelets, des boucles d'oreilles, des bagues ou des cloches. Ces objets en argent ne sont portés que lorsque nous allons au marché ou lors des mariages. Ça a toujours été comme ça. Jeune ou vieux, tout le monde porte de l'argent. Généralement, une femme de l'ethnie Nung porte un collier. Les cols ou foulards sont décorés de petites perles. Les hommes ne portent pas de bijoux en argent, juste un bouton rond en argent placé sur le devant. Pour créer des pièces de haute qualité, les artisans travaillent avec des outils faits à la main, tels que des enclumes, ciseaux, pinces, marteaux, marmites et petites balances. Ils fabriquent des bijoux en argent, décorés de motifs délicats et inspirés de la vie. Malgré les nombreuses difficultés, les Nung s'efforcent de préserver leur artisanat. Mon fils sait comment confectionner des bijoux en argent, j'en suis très content. Car pour plusieurs raisons, beaucoup d'autres personnes n'ont pas pu transmettre ce métier à leurs enfants. Il faut être très méticuleux et assidu. Ce métier a été transmis de génération en génération. Nous devons le préserver et le transmettre aux jeunes. La confection des bijoux en argent des Nung est reconnue patrimoine culturel immatériel national depuis 2019 en raison de ses valeurs historiques et culturelles typiques. De nos jours, les orfèvres dévoués de la commune de Polingay perpétuent leur métier traditionnel qui fait la fierté de leur minorité ethnique. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.